En 1971, le psychologue Philippe Zimbardo a lancé une étude qui allait devenir l'une des plus tristement célèbres de l'histoire. Il voulait comprendre comment les rôles sociaux influencent le comportement humain. Pour ce faire, il a transformé le sous-sol du département de psychologie de l'université de Stanford en une fausse prison. Il a recruté 24 étudiants masculins, tous jugés psychologiquement stables et en bonne santé, pour participer à une simulation de 2 semaines. Ces jeunes hommes ont été divisés au hasard en 2 groupes, les prisonniers et les gardes. Les prisonniers devaient rester dans la prison 24 heures sur 24, tandis que les gardes travaillaient par équipe de 8 heures. Personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Les gardes ont reçu des uniformes kaki, des matraques et des lunettes de soleil miroir pour empêcher tout contact visuel. Les prisonniers, eux, portaient des robes inconfortables sans sous-vêtements, des sandales en caoutchouc et une chaîne à la cheville. Ils étaient désignés par des numéros, et non par leur nom. Dès le premier jour, la dynamique du pouvoir a commencé à s'installer. Les gardes, initialement un peu maladroits dans leur rôle, ont rapidement commencé à exercer leur autorité de manière de plus en plus affirmée. Ils réveillaient les prisonniers au milieu de la nuit pour des comptages, les obligeant à réciter leur numéro d'identification. Ces comptages sont devenus une occasion pour les gardes d'humilier les prisonniers. Ils les forçaient à faire des pompes, parfois avec un garde debout sur leur dos, ou les soumettaient à d'autres formes d'exercices physiques punitifs et dégradants. Ce qui a commencé comme une simulation a rapidement pris une tournure très sombre. Les gardes ont commencé à inventer leurs propres règles et punitions, allant bien au-delà des instructions initiales de Zimbardo, qui était lui-même le superintendant de la prison. L'un des incidents les plus marquants s'est produit dès le 2e jour. Les prisonniers se sont rebellés, arrachant leurs numéros, barricadant les portes de leurs cellules avec leurs lits et insultant les gardes. La réaction des gardes fut rapide et brutale. Ils ont utilisé un extincteur pour forcer les prisonniers à s'éloigner des portes, les ont déshabillés, leur ont retiré leurs lits et ont placé les meneurs de la rébellion en isolement dans un placard sombre. La rébellion a été écrasée et une nouvelle dynamique, beaucoup plus oppressive, s'est installée. Les gardes ont alors mis en place une stratégie de diviser pour régner. Ils ont créé une cellule de privilèges pour les prisonniers jugés bons, leur donnant temporairement leur lit et des repas de meilleure qualité, tout en faisant croire aux autres qu'ils étaient des informateurs. Cette tactique a brisé la solidarité entre les prisonniers. Ils ont commencé à se méfier les uns des autres, se voyant comme des individus isolés plutôt que comme un groupe uni face à l'oppression. La cohésion initiale avait disparu. L'abus psychologique s'est intensifié. Les gardes interdisaient aux prisonniers de parler pendant les repas ou les périodes de repos. Ils contrôlaient leurs moindres faits et gestes, y compris les moments où ils pouvaient aller aux toilettes. Après 22 heures, l'utilisation des toilettes était un privilège. Les prisonniers devaient utiliser un seau placé dans leur cellule qui n'était pas toujours vidé. L'odeur est devenue insupportable, ajoutant à l'environnement dégradant et humiliant de la prison simulée. L'expérience a commencé à avoir un impact profond sur l'état mental des participants. Moins de 36 heures après le début, un prisonnier, le numéro 8612, a commencé à souffrir d'une détresse émotionnelle aiguë. Il criait, pleurait et montrait des signes de pensée désorganisés. Zimbardo et son équipe ont d'abord cru qu'il simulait pour être libéré. Ce n'est qu'après avoir réalisé la gravité de son état qu'ils l'ont finalement laissé partir. L'expérience avait déjà fait sa première victime psychologique. Pourtant, l'étude a continué. Les gardes restants sont devenus encore plus sadiques dans leur comportement. Un garde en particulier, surnommé John Wayne par les prisonniers en raison de son attitude autoritaire, s'est distingué par sa cruauté créative. Il semblait prendre un plaisir particulier à tourmenter les prisonniers, inventant sans cesse de nouvelles formes d'humiliation. Il est devenu l'incarnation du pouvoir corrupteur, un étudiant ordinaire transformé en tyran en quelques jours seulement. Le plus troublant était que ce comportement se produisait souvent la nuit, lorsque les gardes pensaient que les chercheurs ne les observaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils étaient filmés en permanence. Leur cruauté semblait être authentique, et non une performance pour les caméras. Pendant ce temps, les autres prisonniers ont commencé à montrer des signes de soumission passive et de dépression. Ils obéissaient aux ordres les plus absurdes et dégradants sans protester. Ils avaient intériorisé leur rôle de victime impuissante. Le point de rupture est survenu au bout de 6 jours. Christina Maslach, une doctorante en psychologie et petite amie de Zimbardo à l'époque, est venue visiter l'installation. Elle a été horrifiée par ce qu'elle a vu, des gardes menant des prisonniers enchaînés et la tête couverte d'un sac vers les toilettes. Elle a confronté Zimbardo, lui disant que ce qu'il faisait était terrible et inhumain. Son objection, venant d'une personne extérieure au contexte de l'expérience, a agi comme un électrochoc pour le psychologue. Il avait lui-même été tellement absorbé par son rôle de superintendant qu'il avait perdu toute perspective. Zimbardo a réalisé que l'expérience était devenue incontrôlable. Les participants n'étaient plus des étudiants jouant un rôle. Ils étaient devenus de véritables gardes sadiques et des prisonniers brisés.
Il a décidé de mettre fin à l'étude immédiatement, 8 jours avant la date prévue. L'expérience de la prison de Stanford a démontré de manière effrayante à quel point une situation et un rôle peuvent influencer, voire dicter, le comportement humain. Des jeunes hommes ordinaires, sans antécédents de violence, sont devenus des bourreaux ou des victimes en moins d'une semaine. Cela suggère que la frontière entre le bien et le mal est bien plus mince et perméable que nous aimons à le croire. Placés dans un contexte de pouvoir déséquilibré et d'anonymat, les pires instincts peuvent émerger chez n'importe qui. L'expérience a soulevé de profondes questions éthiques et continue d'être étudiée et débattue aujourd'hui. Elle nous rappelle que le mal n'est pas l'apanage de quelques monstres, mais une possibilité latente en chacun de nous, attendant simplement les bonnes circonstances pour se manifester. Cette histoire nous force à nous interroger sur la nature humaine elle-même. Sommes-nous tous capables du pire? C'est une pensée dérangeante, mais que l'on ne peut ignorer. Pour plus d'histoires fascinantes qui remettent en question notre vision du monde, abonnez-vous à ma chaîne, faites signe oui. Vous ne verrez plus jamais les choses de la même manière.